Écoutez, la question, elle n'est pas qu'elle soit partie à ses frais ou aux frais du contribuable, encore que c'est quand même normal qu'elle parte à ses frais, il ne manquerait plus que ça. Mais quand même, la situation du pays fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des milliers de Français aussi, des dizaines de milliers de Français qui n'ont pas pu passer Noël dans leur famille en raison de la grève des transports. Il eût été, ça aurait été un minimum de décence, si vous voulez, que la ministre qui a le marocain des transports puisse afficher sa solidarité avec les Français, rester à son poste. On voit bien d'ailleurs, par exemple, le chef de l'État, qui est chef des armées, il va passer Noël avec les armées. Il ne le passe pas dans sa famille. Donc pourquoi un ministre qui aura en charge un dossier, et ce dossier étant d'une actualité brûlante, pourquoi est-ce que le ministre... Mais cela aurait-il fait avancer les choses, notamment quant à la mobilisation aujourd'hui? Mais ce n'est pas la question. La question, elle est de symbole et de communication. Voilà. Et elle en dit long, si vous voulez, sur cet état d'esprit du macronisme totalement déconnecté du terrain. Quand on est titulaire d'un portefeuille ministériel, on n'est pas de communication plus que technique. Quand on est un ministre de la République, on n'est pas un homme ou une femme comme un autre ou comme une autre. Voilà, on est quelqu'un d'exceptionnel. On a été choisi pour ça. On est quelqu'un qui doit faire preuve d'abnégation, qui doit rester à son poste lorsque la situation du pays le commande. Voilà, et c'était le cas aujourd'hui. Alors, contre la réforme des retraites. En réalité, la notion d'âge pivot ou d'âge d'équilibre, c'est une sorte d'arnaque sémantique en quelque sorte, puisqu'en réalité, ça revient ni plus ni moins qu'à décaler l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Pour la bonne et simple raison qu'on vous dit, vous pouvez toujours prendre votre retraite à 62 ans, sauf que vous n'allez pas toucher une retraite à taux plein, vous allez, entre guillemets, décoter. Donc retraite... attendre 64 ans. Voilà, donc en réalité, pour pouvoir prendre sa retraite à taux plein, c'est 64 ans. Donc ça revient de facto à un décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64. Et c'est comme ça que le peuple français s'oppose à ça. Parce que on nous avait expliqué que passer de 60 à 62, ça résoudrait tous les problèmes. Maintenant, on nous dit de 62 à 64. Mais on va aller jusqu'où comme ça? À 66, à 70, à 75? C'est pour ça que vous dites que c'est une arnaque. C'est une arnaque sémantique. Oui. Sémantique, parce que qu'est-ce que ça veut? L'âge pivot, ça veut rien dire. L'âge pivot, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez prendre votre retraite à taux plein. Donc ça veut dire que l'âge légal de la retraite, c'est désormais 64 ans avec la réforme. La réalité, c'est que, en fait, il navigue à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil d'Ariane, il n'y a pas de logique politique d'ensemble. Quand il annonce la fameuse taxe carbone, la hausse de la taxe carbone, et que ça met les gilets jaunes dans la rue, il sort, encore une fois début janvier, la lance à incendie budgétaire pour éteindre l'incendie social que sa propre politique a contribué à allumer. Donc au final, en lâchant 10 milliards, ça a coûté 3 fois plus cher que ce que la taxe carbone devait rapporter. Et pour la réforme des retraites, c'est exactement la même chose. On lance une réforme qui est une cote mal taillée, dont on ne connaît pas avec précision de quoi il va retourner, mais dont l'ensemble des Français sait qu'elle est faite pour faire des économies, c'est-à-dire des économies sur leur dos. Résultat des courses, il multiplie les concessions budgétaires et je pense qu'il ne pourra pas faire autrement qu'en achetant finalement ces catégories qui ont la capacité de bloquer le pays. Donc au final, les dindons de la farce, ça va être les catégories sociales qui soit ne peuvent pas gueuler aussi fort que les autres, soit qui ne peuvent pas bloquer le pays, c'est-à-dire les salariés du privé et un certain nombre de fonctionnaires qui ont des faibles primes. Et Emmanuel Macron achètera les catégories qui aujourd'hui lui posent problème, mais au final, encore une fois, cette réforme coûtera beaucoup plus cher que les économies qu'elle était censée réaliser. C'est ça qui est incroyable. Il faut faire la distinction parce que pour moi, le vrai mouvement des Gilets jaunes, il s'arrête au mois de février-mars de cette année. Donc après, c'est effectivement la poursuite de gilets jaunes, mais qui ne sont plus jaunes, qui sont phagocytés par l'extrême gauche. Et d'ailleurs, leur nombre a totalement reflué. Il y a quand même eu, au printemps dernier, il y a quand même eu de très nombreux actes de violence commis par les... Mais ce n'est pas les gilets jaunes, là, pour le coup. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est plutôt les Black Blocs, etc. C'est pour ça que je précise. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est inquiétant, en l'occurrence, c'est que au cours du mouvement des gilets jaunes, la contestation sociale se comptait en semaines. On disait le 25e samedi, le 30e samedi, le 40e samedi. Là, on passe en jours. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui au 24e jour de grève. Donc il y a une espèce d'accélération, en quelque sorte, ou en tout cas d'exacerbation de la colère sociale qui, au moment des Gilets jaunes, s'exprimait toutes les semaines, une fois par semaine le samedi. Là, c'est un mouvement social qui perdure sur plusieurs jours.
d'affilée. Donc on compte en jours ce qu'on comptait hier en semaine. Donc, mais parce qu'il n'y avait pas de grève de transport aussi, attention, alors que là nous avons tous besoin des transports chaque jour. Quoi. Certes, mais enfin, si vous voulez, moi je persiste à croire et à dire que la responsabilité entière est celle du gouvernement, à la fois en termes calendaires, il n'y avait aucune urgence de lancer une telle réforme à la fois systémique. Ou alors peut-être mieux l'expliquer avant même de la mettre en route. Mieux l'expliquer. C'est aussi ce qu'on a reproché à l'exécutif. Oui, avoir été beaucoup trop vite. Donc, mais le problème, c'est que, si vous voulez, quand ce gouvernement parle de concertation, c'est un monologue. Alors, il y a eu le rapport Delevoye que M. Delevoye a mis plusieurs mois avant de rédiger, mais au cours duquel, finalement, il n'a retenu que ce qu'il voulait bien retenir. Donc, le dialogue macroniste, si vous voulez, c'est un monologue. C'est je discute avec vous, mais à la fin, j'écris quand même ce que moi je pense. Et ça, les Français n'en peuvent plus, si vous voulez. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce climat délétère qui ne cesse de se dégrader. On a commencé avec les Gilets jaunes, maintenant c'est avec les syndicats. Et à quoi s'attendre demain? C'est ça qui, moi, est très inquiétant. On nous avait dit en 2017, ça sera Emmanuel Macron ou le chaos. Eh ben, en 2019, vous avez Emmanuel Macron et le chaos. Et encore une fois, il est possible. On sait qu'il ne lâchera pas là, la réforme des retraites. Il n'est possible de comprendre la politique d'Emmanuel Macron que en regardant ce qu'il fait depuis qu'il est élu. La réalité, c'est que, en fait, il navigue à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil d'Ariane, il n'y a pas de logique politique d'ensemble. Quand il annonce la fameuse taxe carbone, la hausse de la taxe carbone, et que ça met les gilets jaunes dans la rue, il sort, encore une fois début janvier, la lance à incendie budgétaire pour éteindre l'incendie social que sa propre politique a contribué à allumer. Donc au final, en lâchant 10 milliards, ça a coûté 3 fois plus cher que ce que la taxe carbone devait rapporter. Et pour la réforme des retraites, c'est exactement la même chose. On lance une réforme qui est une cote mal taillée, dont on ne connaît pas avec précision de quoi il va retourner, mais dont l'ensemble des Français sait qu'elle est faite pour faire des économies, c'est-à-dire des économies sur leur dos. Résultat des courses, il multiplie les concessions budgétaires et je pense qu'il ne pourra pas faire autrement qu'en achetant finalement ces catégories qui ont la capacité de bloquer le pays. Donc au final, les dindons de la farce, ça va être les catégories sociales qui soit ne peuvent pas gueuler aussi fort que les autres, soit qui ne peuvent pas bloquer le pays, c'est-à-dire les salariés du privé et un certain nombre de fonctionnaires qui ont des faibles primes. Et Emmanuel Macron achètera les catégories qui aujourd'hui lui posent problème, mais au final, encore une fois, cette réforme coûtera beaucoup plus cher que les économies qu'elle était censée réaliser. C'est ça qui est incroyable. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, d'après ce que je lis chez vos confrères de la presse écrite, il ne veut écouter personne. Il est enfermé dans une sorte de tour d'ivoire, il est totalement déconnecté du pays et il a quand même réussi la prouesse de mettre la CFDT dans la rue en même temps que la CGT. C'était du jamais vu depuis plusieurs dizaines d'années. Voyez. Donc moi je crois qu'il y a un vrai danger, c'est-à-dire cette espèce de surdité du pouvoir face à la colère sociale, face au climat social. On savait pertinemment que la question des retraites, c'est une question qui peut attiser la combustibilité du corps social français. On n'en a pas tenu compte. On a voulu faire une réforme qui est à la fois paramétrique, mais surtout systémique, donc de très grande ampleur, à quelques semaines des fêtes de Noël. Donc il n'est pas possible, si vous voulez, que tout ça... ça n'ait pas été vu. Ça prouve à quoi servent alors les négociations et les rencontres entre l'exécutif et les syndicats si, comme vous le dites, Emmanuel Macron fait preuve de surdité? Mais parce que c'est un passage obligé, mais c'est purement formel. Puisque si les syndicats sont aujourd'hui dans la rue, c'est bien que leur doléance, ou en tout cas leur critique de la réforme, n'a en aucune manière été prise en compte. S'ils avaient été pris en compte, et si effectivement la concertation avait permis d'intégrer à la réforme un certain nombre de remarques, de critères, de propositions émanant d'autres horizons que de l'horizon macroniste, je pense qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Le problème de la concertation, c'est comme le grand débat. Vous vous rappelez de ce grand débat qui avait lieu après les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Absolument rien. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté du temps, ça a permis au président de la République de faire son show. Il joue la montre, l'exécutif, le gouvernement joue la montre actuellement. Il joue la montre, mais surtout, moi je pense que cette réforme va au final passer, mais au prix, encore une fois, d'achat
véritablement, c'est-à-dire le pouvoir va acheter les catégories sociales qui aujourd'hui bloquent le pays en préservant, voire même en privilégiant encore plus ces régimes spéciaux et ces personnes qui ont la capacité de bloquer le pays. Et au final, encore une fois, c'est la majorité des Français, ceux qui ne peuvent ni parler fort ni bloquer le pays, qui vont trinquer. Voilà. Bon, malheureusement, ça fait partie des dégâts collatéraux inhérents à tout mouvement social. On avait connu la même chose avec les Gilets jaunes. Chaque samedi, on se plaignait les commerces se plaignaient à juste titre des pertes occasionnées. C'est pas la première fois dans l'histoire. Voilà, je pense que le gouvernement, pour le coup, comme c'est quand même lui qui est in fine responsable de cette situation, il doit avoir des dispositifs d'aide à ce genre de dégâts, à ce genre de pertes des commerçants, par des dispositifs par exemple de décalage dans le temps d'un certain nombre d'impôts, etc. Le gouvernement sait sait réparer, sait lisser en quelque sorte ce type de dégâts. D'ailleurs, Francis Palombi, qui représente les petits commerçants indépendants, est venu plusieurs fois sur ce plateau réclamant effectivement une aide de l'État, un soutien de l'État. Donc vous êtes d'accord avec ça aussi? Bien sûr. À partir du moment, si vous voulez, où vous avez... Là, il s'agit pour les commerçants et pour l'économie française de manière générale, en tout cas pour la microéconomie française, de ce qu'on appelle un choc exogène, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévu dans l'activité cyclique des commerces, qui est, comment dirais-je, une conséquence d'une politique du gouvernement. Donc le gouvernement doit prendre en considération ces externalités financières pour les entreprises, soit par des mesures fiscales, soit pour un fonds dédié qui permette effectivement de les dédommager. Pour le bien-être de l'économie de ce pays, Emmanuel Macron peut également demander et insister sur une trêve dans la grève des transports. Oui, mais ça servirait à quoi? C'est ça qu'on ne comprend pas. La trêve servirait à quoi? Ça serait une trêve de quelques jours, parce qu'on parle du 9 janvier. Ça ne servirait pas à grand-chose. Si trêve, il fallait y avoir une trêve il y a déjà plusieurs semaines, ou en tout cas quelques jours. Là, de manière si proche, à quelques jours de l'échéance de la négociation, à mon avis, c'est peine perdue que de réclamer une trêve, dans la mesure où, au contraire, les syndicats vont maintenir la pression. Le gouvernement aussi, de son côté, va rouler les mécaniques en quelque sorte en disant qu'il ne lâchera pas l'affaire. Comme ça, chacun croit arriver en position de force le jour J. Donc à mon avis, moi je pense qu'il n'y aura pas de trêve et chaque camp a tout intérêt non seulement à rester campé sur ses positions, mais au contraire à montrer une forme de fuite en avant. C'est plutôt le gouvernement qui doit lever le pied, si je puis dire. Pas tellement les syndicats, parce que les syndicats, le mouvement social, ce n'est jamais qu'une réaction par rapport à la politique gouvernementale. Donc si effectivement la politique du gouvernement consiste à rétropédaler légèrement sur un certain nombre de choses, le mouvement social refluera exactement de la même façon. Je fais juste une aparté sur la communication du gouvernement, puisque vous savez, il y a eu une polémique à propos du congé de Madame Borne. On va l'écouter dans quelques secondes d'ailleurs. Voilà, qui effectivement, à l'heure où les Français ne peuvent pas parcourir 2 stations de métro et pour certains 200 km, Madame Borne s'envole à 2000 bornes, si je puis dire, passez-moi le jeu de mots, pour aller passer des vacances, alors qu'elle est en charge du dossier des transports. Donc c'est ce capitaine qui quitte le bateau finalement alors qu'il est concerné de rechef est un peu le symbole du macronisme, de cette espèce de désinvolture, de cette morgue, de ce je m'en foutisme qui effectivement ne fait que rajouter d'huile sur le feu. C'est pas pour créer de la polémique sur la polémique, mais quand on est ministre des Transports et qu'on a une grève des transports qui affecte autant de Français, eh bien on reste à son poste et on gère ce dossier dont on a la charge. À la vérité, notre système de protection sociale, dont les retraites sont un morceau de choix, il a été conçu à une époque où la France connaissait 5% de croissance. C'est-à-dire que la France avait les moyens de financer un système social ambitieux et auquel les Français sont très attachés. Le problème, c'est qu'au tournant des années 80, la France est tombée dans un cycle de très basse croissance économique avec un chômage de masse. Or, on a d'un côté un système qu'on ne veut pas, raboter, et de l'autre côté des moyens qui ne sont plus ceux qu'on avait au moment où le système a été conçu. Donc en réalité, ce décalage a été financé pendant 40 ans par la dette. C'est-à-dire on ne crée pas assez de richesse, mais en même temps on ne veut pas faire reculer l'État-providence. Et donc on s'endette pour le financer. Donc la vision, en fait, la différence de vision entre le Rassemblement national et le pouvoir macroniste, elle est très simple. Le pouvoir macroniste dit on ne peut rien faire sur l'économie. L'économie, elle va tourner probablement ad vitam aeternam à 1,4% de croissance, ce qui fait qu'on n'aura plus jamais les moyens à nouveau de financer ce système social. Et donc,
comme on ne peut pas le soutenir sur le long terme, il faut progressivement l'effondrer. Ce qui explique la baisse des APL, ce qui explique le déremboursement des médicaments et ce qui explique aujourd'hui... Mais là, pour l'instant, le pays bénéficie quand même d'une croissance à la hausse. C'était, je crois, il y a 3 jours. Non, mais c'est très faible. La une du Monde qui titrait sur les 310 000 créations d'emplois en 2019. Non, mais attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier dernier, le gouvernement a injecté 10 milliards d'euros dans le circuit économique. Ça a eu un effet de relance, comme la théorie économique l'enseigne, sur quelques mois, ce qui a vu la croissance effectivement un tout petit peu dopée, le chômage un tout petit peu régressé, et d'ailleurs ces effets sont en train de s'estomper puisque les derniers chiffres du chômage ne sont pas bons. Le chômage remonte, d'accord? Et donc nous, au contraire... Mais depuis le début de l'année, 310 000 emplois créés quand même. Mais parce que les annonces des 10 milliards, c'est le 10 janvier qu'elles ont été faites. Donc du coup, effectivement, depuis le début de l'année, la théorie économique évalue à 6 mois les effets d'une relance. Il y a eu un effet de relance de 10 milliards qui a été injecté dans l'économie en janvier. Et donc ces 10 milliards ont infusé dans l'économie jusqu'au mois de juin, juillet, voilà, enfin jusqu'à l'été, jusqu'au tournant de l'été. Et maintenant, les effets sont en train progressivement de s'estomper et l'économie est en train de revenir tendanciellement à ce qu'elle était avant l'injection de ces milliards.